Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 politique sur TV-Fil. Dernière ligne droite avant les élections régionales de décembre. La campagne a été suspendue en raison des attentats par certaines formations, mais le scrutin est lui maintenu. Vous entendrez au cours de cette émission Claude Bartolone. Le président de l'Assemblée nationale a été désigné par les socialistes pour succéder à Jean-Paul Huchon à la tête de l'Île-de-France. Entretien réalisé le 9 novembre lors de son meeting yvelinois à Mantes-la-Ville. Mais je reçois tout d'abord pour débuter cette émission David Douillet. Bonsoir. Bonsoir. Député des Yvelines, candidat dans le département au régional numéro 2 sur la liste Les Républicains, derrière Valérie Pécresse. Et puis aussi, depuis la fin du mois d'octobre, secrétaire départemental donc des Républicains. Alors je le disais, certaines formations ont suspendu la campagne politique. Officiellement, ce n'est pas vraiment le cas pour les Républicains. Vous continuez les réunions. Ce ne sont plus des meetings, ce sont des réunions aujourd'hui que vous organisez parce que vous avez voulu continuer les échanges avec les électeurs. En fait, on a suspendu et on a respecté le deuil la semaine dernière. Nous avons maintenu une réunion, d'ailleurs avec Valérie, une réunion et pas un meeting. C'était un meeting au départ, c'était transformé en réunion par la suite au Chênay jeudi soir, pour en réalité, et sans affiche et sans parler directement des régionales, pour accueillir les gens qui avaient prévu de venir. Il y en a plus des 2 tiers qui sont venus pour pratiquer un échange. Voilà. Et pour expliquer aussi, il y avait un certain nombre d'interrogations qui étaient présentes dans l'inconscient collectif, je dirais, ou dans le conscient collectif plutôt, quant à l'impact et l'incidence de la région sur les notions de sécurité, plus particulièrement. Parce que la campagne aujourd'hui a clairement changé, on parle beaucoup plus de sécurité forcément. Oui, elle s'est modifiée un petit peu, elle s'est alourdie sur les propositions en termes de sécurité, même si dans le programme de Valérie Pécresse, la sécurité était très prégnante, notamment dans les transports. On va détailler le programme dans un instant. Je voudrais juste revenir encore sur les événements qui sont traversés par le pays. Au lendemain des attentats, il était question de cette union sacrée pendant quelques jours. Et puis après, il y a eu cette séance à l'Assemblée. Droite et gauche se sont déchirés. Aucun élu de droite, par exemple, ne s'est levé pour l'hommage aux policiers, aux pompiers de Manuel Valls. La ministre Taubira a aussi été sifflée. Vous qui êtes député, comment vous avez vécu ce moment? Parce que le lendemain, la séance d'après à l'Assemblée a été beaucoup plus calme, mais ce jour-là, ça a été assez... Très mal. Je vous avoue que j'ai eu honte d'être parlementaire ce jour-là, je vous le dis. D'ailleurs, je suis parti de l'hémicycle. Voilà, je ne supportais pas, et d'ailleurs je n'étais pas le seul, je ne supportais pas l'ambiance qu'il y a eu ce jour-là, qui contrastait avec la veille. De vos collaborateurs, Je n'ai ni cautionné ni les uns ni les autres, parce que les attitudes ont été partagées, croyez-moi. Et il ne faut pas minimiser l'attitude de la majorité actuelle. Les deux étaient à mettre dans le même panier, si je peux m'exprimer ainsi. Par contre, ce que je peux dire aussi, c'est que Valérie Pécresse a été d'une dignité incroyable, parce qu'elle a posé une question ce jour-là. Voilà, une question qui était très claire, qui était la suivante, en substance, à ce que tous ceux qui sont en capacité d'employer des individus fichés puissent être avertis, et notamment, particulièrement, dans les transports, et notamment sur la question des fiches S, en SNCF, à la SNCF et à la RATP. C'est pas rien. Lors du discours de François Hollande au Congrès, parce que vous étiez présent aussi, toujours en tant que député, vous n'avez pas applaudi aussi? Non, j'ai pas applaudi parce que même si l'attitude du chef de l'État a été extrêmement digne et même si il a évoqué un certain nombre de préconisations, d'ailleurs que la droite et en particulier les Républicains préconisaient depuis des mois, depuis les attentats de Charlie Hebdo, j'ai trouvé qu'il manquait un pan important dans son discours, qui est tout simplement celui qui concerne les musulmans, les vrais musulmans de France, ce qui correspond à peu près à 5 millions de personnes. Il n'a pas eu un seul mot pour leur expliquer ou expliquer un certain nombre de préconisations pour les protéger eux-mêmes. Quel type de préconisation, par exemple, vous auriez attendu? D'être beaucoup plus précis et beaucoup plus vindicatif quant au nettoyage dont on a besoin
entre attention à l'image des Karcher. Je sais, entre les bons prédicateurs et les mauvais. Voilà. Et surtout pour expliquer que l'amalgame n'a pas sa place ici dans notre pays. Et de protéger les musulmans de France, de mettre en place des préconisations de manière urgente, de faire en sorte que on ait et on construise réellement, une bonne fois pour toutes, un islam de France. Et j'irais même plus loin, un islam d'Europe. Voilà, pour que les gens qui puissent prodiguer cette fabuleuse religion doivent être formés dans notre pays, pratiquer complètement notre langue, être complètement investis de notre culture pour qu'il n'y ait aucun décalage ni aucune suspicion quant à l'acceptation des valeurs de la République c'est ce que et de la vous laïcité. attendiez et que vous n'avez pas eu, et c'est Voilà. ce qui explique le fait que vous n'ayez pas applaudi. Exactement, lors du parce congrès, que je suis énervé par rapport au fait que Dieu sait si la gauche, en particulier, n'a de cesse que d'aller caresser dans le sens du poil, notamment dans les banlieues, beaucoup de personnes, de jeunes qui sont influençables par rapport à ça. Et ceux-là ne sont pas protégés. Et à aucun moment, le chef de l'État n'évoque une piste pour que, enfin, et sur le long terme, des jeunes qui peuvent être en perdition et aller sur de mauvaises rails, on puisse leur apporter une solution dans leur vie, un projet de vie. À aucun moment ça n'a été évoqué, ça. Donc j'ai considéré que on avait oublié 5 millions de Français. Voilà pour votre position sur ces différentes déclarations autour de la situation des attentats, la situation que traverse la France aujourd'hui. Mais vous êtes venu aussi parce qu'il y a des élections. Les élections sont maintenues. On l'a dit, la campagne a été suspendue plus ou moins longtemps en fonction des formations politiques. Mais malgré tout, il faudra aller voter les 6 et 13 décembre pour les élections régionales. Dans les propositions, c'est d'ailleurs lié un peu à la sécurité aussi, parce que ça pourrait déboucher sur le renforcement de la vidéosurveillance aux abords des lycées. Il y avait cette proposition qui a été faite il n'y a pas très longtemps par Valérie Pécresse, c'est organiser des tests de dépistage salivaire sur la consommation de cannabis dans les établissements franciliens. On rappelle que les lycées dépendent de la région, par exemple. Oui, et puis on sait aussi et surtout que c'est une énorme source de revenus pour les milieux radicalisés. Faut pas l'oublier. Donc voilà, on privilégie une proposition qui peut aussi. Il n'y a pas que les frappes en Syrie pour détruire la faculté de se financer. Aussi, dans nos lycées, dans notre société française, il faut couper court à ces trafics qui, pour une grande majeure partie d'entre eux, c'est une manne qui vient abonder les caisses Mais c'est réalisable, radicalistes. c'est faisable d'organiser des dépistages salivaires? Mais bien dans sûr, les de toute établissements. façon, quand on a une volonté politique, tout est faisable. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, aller dans les établissements et obliger les élèves à se soumettre à ces tests-là, légalement, ça va être compliqué. Il faut travailler avec l'Assemblée nationale et la loi. Donc c'est pas pour tout de suite, il faudra attendre en tout cas au moins les prochaines élections. Oui, mais tout va de pair. Je veux dire, même dans les transports, quand il s'agit de créer enfin, de fluidifier enfin nos routes, nos autoroutes, de renforcer notre maintenance sur les voies ferrées, etc., et de créer de nouvelles lignes, il s'agit aussi, par le législateur, et en particulier à travers l'État, l'Assemblée nationale et le Sénat, d'en passer par la loi pour accélérer et affirmer les modifications liées au Grand Paris aussi. Donc il y a beaucoup de préconisations qui sont faites sur ces sujets et qui devront de toute façon passer par l'étape nationale pour redescendre à l'étape régionale. De toute façon. Et sur les questions de la région, sur les pouvoirs de la région et sur les finances de la région, l'une des propositions concernant les transports pour l'ancienne ministre de l'Enseignement supérieur puis du Budget, Valérie Pécresse, c'est l'achat des nouvelles rames de RER, par exemple, d'accélérer la modernisation du réseau qui a été engagée par la majorité actuelle. Financièrement Financièrement, c'est incroyable. Aujourd'hui, la majorité actuelle achète les rames comptant. C'est-à-dire qu'on donne toute la manne financière dont on a besoin de manière immédiate. Alors que dans n'importe quelle société, digne de ce nom et bien gérée, on étale les paiements. Et on peut étaler, on pourrait passer un contrat, parce qu'il s'agit quand même de 700 rames à changer. C'est l'engagement de Valérie Pécresse d'ici 2021. C'est pas anodin, et on pourrait imaginer, d'ailleurs, il faut le faire, de négocier un partenariat financier avec ceux qui vont les fabriquer pour étaler les paiements sur la durée de vie.
des produits concernés. Donc tout ça concourt à dire que on peut accélérer, par des accords faits avec les constructeurs, l'achat de cette nouvelle rame. C'est pour ça qu'elle est capable de s'engager au changement total de toutes les rames d'ici 2021. C'est pas loin non plus aussi, c'est pas anodin aussi que de constater que chaque année, la maintenance de ces rames qui sont obsolètes, elles ont pour certaines plus de 30 ans d'existence, et certaines ont plus de 40 ans pour les Transiliens. Eh bien, l'économie en rénovant et en achetant de nouveaux matériels, c'est une économie par an de 340 millions d'euros. C'est pas rien non plus. Donc il y aura des dépenses, ça, il y aura des économies faites derrière. Il va falloir faire des choix de toute façon pour organiser les différents points de programme. Je rappelle juste une chose importante, c'est que toutes ces préconisations sont financées sans augmenter les impôts. Je vous donne une autre... Et sans déconstruire ce qui avait été fait, le pass Navigo, par exemple, à tarif unique. Non, il est maintenu. On le maintient? Il est maintenu, bien sûr. Mais, mais par contre, la lutte contre les fraudes, vous savez combien ça... À combien en renforçant la lutte contre les fraudes. 200 millions d'euros par an à récupérer en luttant efficacement contre les fraudes. C'est pas rien non plus. C'est la raison pour laquelle, et là je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, il faut en passer par le législateur aussi là et encore, d'autoriser les personnels de sécurité, les policiers, la police ferroviaire, etc., à pouvoir demander des pièces d'identité. Parce que 9 fois sur 10, les contrevenants donnent une fausse identité. C'est 200 millions d'euros en moins dans les caisses du STIF, la Société de transport d'Île-de-France, que préside le président de la région également. On ne pourra pas développer tous les points de programme, on va être pris par le temps. Je voudrais quand même vous faire réagir sur ce sondage. C'est le premier sondage en Île-de-France après les attentats, justement, et Valérie Pécresse qui est donnée gagnante par l'Institut Ipsos. 40% au second tour, 33% d'intention de vote au premier, léger recul, mais c'est surtout le Front National qui progresse. On va dire que les attentats ont profité, même si le mot n'est pas forcément le plus approprié, au Front National. Vous leur dites quoi à ces électeurs ? D'abord, on est très humble par rapport à ces sondages. Ce n'est qu'une prise de température. Il reste encore plus de 2 semaines de campagne. Et là, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que le travail qu'a fait toutes les équipes de Valérie Pécresse, son travail personnel, sa crédibilité, ses propositions, ça fonctionne. Et les gens le comprennent. Et on voit que le déport qui bascule vers le Front National, il s'agit plutôt de la gauche et de l'extrême gauche et des listes de M. Dupont-Aignan. Il y a malgré tout un léger recul, enfin surtout selon ce sondage en tout cas d'Ipsos, un léger recul de la liste menée par Valérie Pécresse. Mais on continue à creuser l'écart. Voilà. Et vous restez pour l'instant donné en tête sur les différents sondages. Juste une dernière question, Valérie Pécresse a annoncé qu'elle quitterait son poste de députée si elle est élue à la tête de la région. Et vous ? C'est une question que je me pose, vraiment. Tout dépend des attributions que je pourrais avoir par Valérie. Elle souhaite, et moi aussi d'ailleurs, que je m'occupe du développement économique, et Dieu sait c'est un sujet extrêmement important. Pour rappel, la région Île-de-France, c'est 30% du PIB, de la production de richesse du pays. C'est 684 milliards pour la région, mais il y a encore un potentiel énorme à développer. L'ancienne majorité, enfin la majorité actuelle... Donc il y a du travail, donc ça va dépendre de ce qu'on va vous proposer, pour savoir si vous ou non vous allez quitter le poste de député. Vous avez quelqu'un devant vous qui n'est pas forcément pour le cumul des mandats. Voilà. Ni dans le cumul, ni le cumul des mandats dans le temps. Voilà. Donc chaque chose en son temps. D'abord une élection à gagner, puis après on verra. Merci David Douillet, député des Yvelines, en tout cas pour l'instant, candidat au régional en Ile-de-France, numéro 2 sur la liste Yvelines pour les Républicains. Merci à vous. Le 7-8 politique se poursuit à présent avec un entretien réalisé avec Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale, candidat pour les socialistes sur cette région Ile-de-France. Entretien, je le reprécise, réalisé avant les événements qui ont frappé Paris lors d'un déplacement à Mantes-la-Jolie. C'était le 9 novembre. Pour l'instant, officiellement, la campagne du Parti socialiste est suspendue jusqu'au 28 novembre. Claude Barthelone, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc venu ici sur les terres de Mantes-la-Ville, sur les terres du Front National. Déjà, les Yvelines, c'est un département difficile pour la gauche. Là, c'est presque mission impossible. Vous aimez relever les défis, les challenges? Il n'y a pas de territoire interdit pour la gauche. Il n'y a pas de territoire interdit pour l'Espérance. Et ici, c'est encore plus important d'y venir. D'abord parce que l'on voit quand la gauche est divisée, lorsque les socialistes sont divisés, ce que ça amène à reconnaître ou à connaître comme résultats électoraux.
Et puis, lorsque l'on voit comment ici, l'extrême droite essaye d'opposer les uns aux autres, il y a encore plus de nécessité d'y venir pour tenir un discours du tous ensemble et un discours républicain. Ça veut dire que votre principal adversaire dans cette campagne, en tout cas pour gagner des voix supplémentaires et arriver en tête, c'est le Front National, l'adversaire aujourd'hui? Non, la première des choses que je défends, c'est le rassemblement des socialistes et les rassemblements de la gauche et des écologistes. Et lorsque ce rassemblement est de qualité, sur la base d'un projet, sur une certaine vision de la région, une région humaine, eh bien, on peut espérer remporter des succès. Après, c'est évident. Moi, je le dis, j'ai deux adversaires. J'ai deux adversaires. Un, l'abstention, et deux, la droite. Et j'ai un adversaire résolu, c'est l'extrême droite, parce que je n'ai aucun point de rapprochement avec les thèses du Front National. Vous parlez justement du rassemblement de cette gauche, des socialistes, mais de la gauche dans son ensemble. Ça semble difficile à imaginer, tant les tensions existent encore aujourd'hui, d'imaginer un rassemblement. Qu'est-ce que vous allez dire à vos alliés, vos anciens alliés? Vous verrez, ce sera beaucoup plus facile pour la gauche que pour la droite. Pourquoi? Parce que la gauche, elle sort d'une gestion commune de cette région. Regardez comment toute la gauche se félicite de la création du pass Navigo, alors que la droite avait voté contre. Regardez comment la gauche a réussi à faire sortir cette région des pages d'effets divers. Aujourd'hui, on ne parle plus de scandale quand on parle de lycée de la région Île-de-France. Alors que la droite, regardez les différences qui peuvent exister pour lui permettre de se rassembler. Pour que la droite se rassemble, à un moment donné, ils auront des choix extrêmement importants sur lesquels ils devront choisir. Lorsque je vois les positions de M. Dupont-Aignan sur le tout voiture et que j'entends les positions de la droite sur le tout transport, à un moment donné, ce sera beaucoup plus difficile de les rassembler sur un projet que cela sera difficile pour les socialistes, les communistes et les écologistes. Peut-être un mot justement pour finir là, sur cette question de l'union de la gauche avec votre prédécesseur, Jean-Paul Huchon. On ne le voit pas trop pendant cette campagne. Vous auriez dû venir à Pantin. Il était à Pantin, il était présent au cours des différentes manifestations. Et vous savez, moi je le dis, si Jean-Paul Huchon avait pu rassembler les socialistes, je n'aurais pas été candidat. C'est parce qu'il se retrouvait critiqué ou même contesté et qu'il était porteur d'une division des socialistes que l'on a fait appel à moi. Donc, ça vous semblait légitime, le fait qu'il soit critiqué et qu'il soit porteur d'une division? Vous savez, à un moment donné, la parole des militants. Moi, je n'ai pas à me substituer à la parole des militants. Mais lorsque l'on a constaté qu'il était difficile de réconcilier et de rassembler le président sortant et sa première vice-présidente sortante, c'est qu'il y avait un problème. On va peut-être parler à présent quelques instants du programme aussi, les axes forts que vous allez défendre dans cette campagne. On vous a entendu taper sur le Front National, taper sur la droite, appeler à l'unité, mais il faut aussi faire des propositions. Bien sûr. S'il y a une proposition caractéristique. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Nous, on n'a pas hésité à travailler. Vous voyez, 156 pages, 160 propositions, 12 engagements. Donc, je demande même à vos téléspectateurs d'aller, s'ils ne l'ont pas eu, ils peuvent le commander. Parce qu'il y a FedEx, mais il y a aussi le Bartex. S'ils le demandent, on ira leur livrer à domicile. Et puis, s'ils ont la volonté de le consulter sur Internet, ils vont sur uneîle-de-france-humaine.fr et ils pourront voir chacune des propositions. Après, si vous voulez... Est-ce qu'il y en a une que vous devez dégager, une que vous devez retenir et porter le plus, qui vous tient le plus à cœur? Dès le lendemain de mon élection, je lancerai en contact avec les différentes compagnies de transporteurs un grand programme pour la sécurité des femmes dans les transports. Aujourd'hui, ce n'est pas normal que l'on ait plus de 80% des femmes qui se plaignent de subir une violence plus ou moins grave, si tant est que l'on puisse faire une échelle de Richter sur les violences dans les transports, et ce sera le point le plus important. Le deuxième point, c'est que je ressens aujourd'hui ce qu'est la situation de la Grande Couronne, notamment en termes de transport, et nous engagerons un plan d'embauche de 1000 chauffeurs, parce que bien souvent, les bus sont là, notamment dans tout le réseau Optile, mais ils sont au dépôt alors que les bus de la RATP roulent, donc on aura une volonté de prendre cela en compte. Et le troisième élément, moi je ne veux pas que l'on soit simplement le pays qui accueille la COP 21, 80 chefs d'État pour faire face à la double transition écologique et énergétique, et plus aucune décision sera acceptée par la région si elle ne correspond pas à cette nécessité de prendre des décisions qui permettent de préserver la planète. Et la dernière, pour vous donner une idée précise, j'ai évoqué les transports, j'ai évoqué la sécurité des femmes, j'ai évoqué l'environnement. Il y aura aussi une action résolue
pour développer un grand plan culturel, parce que pour éviter cette opposition des uns aux autres, comme on l'a entendu au cours de cette réunion, eh bien, amener les femmes, les hommes, jeunes et moins jeunes, à participer au même élan, au même partage d'une émotion culturelle, ce sera quelque chose aussi qui sera extrêmement important. On a vu récemment les présidents des différents conseils départementaux de la Grande Couronne s'unir pour se faire entendre dans le cadre du Grand Paris, parce qu'ils ont le sentiment que leurs départements sont oubliés. C'était le cas des Yvelines, qui fait partie de cette Grande Couronne. Quel message vous faites passer justement? J'ai eu l'occasion de le dire et je le répète devant votre caméra. Moi, j'ai espéré dans la métropole du Grand Paris, y compris lorsque j'étais président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis, où j'avais présenté un projet de suppression des départements de la Petite Couronne. Et j'étais pour la métropole pour deux raisons. À la fois la péréquation entre territoires riches et territoires pauvres et la péréquation en termes de logement. Aujourd'hui, sur ces deux sujets, la métropole, les égoïsmes l'ont emporté et a mis les pouces. Eh bien, la métropole existe, mais il y aura la volonté de ma part d'installer une métropolisation de la région, parce que c'est insupportable de sentir cette différence qui existe quelquefois entre Grande Couronne, Petite Couronne et Paris intramuros. Une toute dernière question, les sondages, vous les regardez encore aujourd'hui? Bien sûr. Et ça vous inquiète? Non, pas du tout. Il y en a deux qui sortent. Un qui est publié par Valeurs Actuelles jeudi, mais ils ont trouvé intelligent de le sortir aujourd'hui. On peut se demander pourquoi. Et un bien meilleur qui est publié par l'IFOP et iTélé demain, qui montre que le résultat de l'élection sera dans la capacité des socialistes, des écologistes et des communistes de se retrouver au second tour. Et j'ai eu l'occasion de le démontrer l'année dernière en Seine-Saint-Denis. Nous avons, alors que nous avons des discussions, quelquefois musclées, entre partenaires, mais nous avons su trouver le chemin du rassemblement et la Seine-Saint-Denis est restée à gauche. Merci beaucoup Claude Barthelone. Merci. Merci à vous. Pour refermer ce 7-8 politique, un mot de la réunion annoncée dans les Yvelines par Europe Écologie Les Verts. Un meeting de campagne pour les régionales était programmé pour ce mardi 24 novembre. Ce soir donc par les écologistes, il a été annulé sous sa forme initiale. À la place sera organisée donc une soirée d'échange et de réflexion sur les événements du 13 novembre et sur les propositions que peuvent porter Europe Écologie Les Verts, les différents élus pour l'avenir. C'est la fin de ce 7-8 politique. On se retrouve mardi prochain à 18h30. Invité notamment Vallerand de Saint-Just, le candidat tête de liste Front National en Ile-de-France. Et puis, bien sûr, chaque soir dans le journal, le point sur cette campagne des régionales. Toutes nos émissions sont à voir en replay. Dernier invité politique, d'ailleurs, vendredi dernier dans le journal, c'était Thierry Gonod, tête de liste Yvelines de Lutte ouvrière. Son entretien est à revoir dès à présent en replay. Donc, sur notre site. Excellente soirée sur notre antenne.